Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des militants casseurs, accompagnés de plusieurs sénateurs, étaient à l'œuvre mercredi au Sénat de la République. Ils ont empêché la tenue de la séance de ratification de politique générale du Premier ministre nommé Fritz William Michel. Le Premier ministre démissionnaire, Jean-Michel Lapin, annonce l'arrivée dès lundi d'une cargaison de 500 000 barils de produits pétroliers. 100 millions de gourdes, c'est la somme qui sera décaissée par le Fonds national d'éducation en soutien aux écoles religieuses. Le Sénat a été une nouvelle fois vandalisé. Des militants, pour la plupart armés et proches de l'opposition, accompagnés de plusieurs sénateurs, notamment Don Cato, ont fait irruption mercredi dans la salle de séance du Sénat pour la saccager. Ces hommes, présentés comme des militants, ont même siégé pendant quelques minutes comme des membres du bureau. Les agents affectés à la sécurité du Parlement étaient impuissants face à la présence de ces individus qui ont improvisé une manifestation sur la cour du Parlement. Ils ont agressé verbalement certains sénateurs réputés proches du pouvoir. Des inconnus ont également tenté d'incendier une partie du Parlement, mais les agents de sécurité ont eu le temps de circonscrire le feu. Après de multiples tentatives et malgré la présence du Premier ministre et de son cabinet ministériel, le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, a pris la décision de reporter sine die la séance de ratification de politique générale du Premier ministre Michel. Le président du Grand Corps a dénoncé la passivité de la police qui n'a pas pris de dispositions pour assurer la sécurité lors de cette séance, malgré les multiples correspondances adressées aux autorités policières. Notre collaborateur Marvin Pierre a passé plus de 12 heures hier au Sénat de la République. Après bien des violences, bien des péripéties, la séance n'a pas eu lieu et a finalement été reportée sine die. Nous avons Marvin avec nous ce soir sur le plateau et dans les studios de Métro News. Bonsoir Marvin, bienvenue. Bonsoir Serge Clan et bonsoir à tous. Bon. Marvin, j'imagine que la plupart des téléspectateurs ont déjà vu les images de ce qui s'est passé hier, de ce désordre organisé, préparé d'avance et annoncé par un groupe de sénateurs. Bon, vous qui étiez sur place, comment est-ce que vous avez vécu la chose? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire que nous n'avons pas encore vu? Par exemple, la séance était prévue pour 9h du matin. 9h. À quelle heure les premiers sénateurs ont commencé à arriver? Bon, les sénateurs de l'opposition, notamment, ils ont dit qu'ils étaient arrivés bien avant, c'est-à-dire aux environs de 8h, 7h30. Ils étaient là. Et les militants aussi accompagnaient les sénateurs à partir de ce moment. Donc, dès 8h, ils ont pris possession des lieux, en quelque sorte. Effectivement, c'est ce qui a permis aux militants de pénétrer l'enceinte du Parlement. Et c'est ce qui a échappé également au contrôle de la PNH et aussi des agents de la sécurité parlementaire. On a remarqué des militants qui avaient des pistolets. Donc, on peut dire qu'à partir de 9h, il y avait un contrôle plutôt strict au niveau de la sécurité. Même les journalistes ont été contrôlés justement pour pouvoir éviter des intrusions au niveau du Parlement. Mais dès mon arrivée, c'était plutôt difficile à décrire. C'était palpable la tension.
la façon dont les militants se comportaient, et il y avait également les sénateurs qui faisaient des va-et-vient. Donc, d'un moment à l'autre, on voit ces troupes qui marchent après les sénateurs. Et donc, chaque sénateur était suivi de ces groupes de partisans. Effectivement. Et on pense que ça allait annoncer réellement la couleur. Et c'est ce qui est arrivé. Mais ce n'est pas réellement... bon, certainement, les gens qui suivent les informations savent déjà ce qui s'est passé en gros. Mais dans les petits détails, c'était une situation de terreur. Terreur, même les employés du Parlement, surtout après deux tentatives de boycott au niveau des salles de séance. Eh bien, il y avait une rencontre que personne ne savait vraiment ce qui se disait à partir de cette rencontre. Eh bien, il y avait des heurts. Ils se sont transformés en manifestants également à l'intérieur du... Vous parlez de heurts physiques ou bien verbales? Verbales, des jets de pierre, il y avait un homme... Mais ça à l'extérieur, pas à l'intérieur. À l'intérieur. Des jets de pierre à l'intérieur du Parlement. Puisque les membres du cabinet ministériel se trouvaient à partir de ce moment au salon diplomatique. Oui. Et c'était en direction du salon diplomatique que ces militants, surtout, comme on les appelle, se trouvaient et ils jetaient ces pierres. Mais ce qu'il faut souligner, ces militants étaient hostiles à beaucoup de gens. Surtout, il y avait un homme dans la trentaine qui essayait de pénétrer l'espace, donc il les franchissait. Et tout simplement, quelqu'un a dit que c'est le petit frère du Premier ministre nommé. Et d'un coup, il y avait une affluence de militants, justement, qui essayaient de lyncher le type. Et il avait même reçu des coups de bouteilles en plastique. C'était peu, et c'était préférable à autre chose. Oui, donc, en parlant des employés, dont j'avais mentionné tout à l'heure, eh bien, ces employés étaient très stressés. On pouvait remarquer visiblement sur leur visage... Ils avaient peur. Et surtout, au moment des jets de pierre, les agents qui assuraient la sécurité des parlementaires et aussi des membres du cabinet ministériel, ils ont essayé de dissuader les militants avec des tirs. Et ce n'était pas sur les militants, mais plutôt des tirs, on peut dire des tirs en l'air. Mais toujours à l'intérieur du Parlement. Et à partir de ce moment, lorsqu'on regarde partout, on voit des gens qui s'étalent sur le sol. Justement, il y avait une peur grandissante. Aussi longtemps que, je peux dire, la nuit tombée, aussi loin qu'on avance dans la soirée, eh bien, la peur allait réellement grandissant au niveau du Parlement et surtout les employés qui ne pouvaient pas laisser le Parlement sans avoir reçu l'information que la séance a été reportée ou autre chose. Donc, c'était vraiment un moment de stress pour beaucoup de gens et surtout pour les journalistes. Et l'on sait bien que les journalistes, ils font un travail plus ou moins risqué, pour ne pas dire très risqué. Oui. Ouais. Et c'était parfois dès mon arrivée, j'ai essayé de mais j'ai essayé d'interroger certains militants. Il y en a qui, certains m'ont adressé, m'ont répondu normalement, mais il y en avait d'autres qui étaient tellement hostiles. Donc, ils proféraient tout simplement des injures. Et moi, au niveau de tout cela, j'étais plutôt, certaines fois, observateur. Et on remarquait également que ces militants étaient prêts à tout. Prêts à tout, puisque même les sénateurs de la majorité n'ont pas été épargnés, soit par rapport à des... Beaucoup d'agressions verbales. Par rapport aux agressions verbales, effectivement, mais il y avait aussi des attaques physiques.
un militant, il y avait des militants qui voyaient le sénateur Willow Joseph. Eh bien, il était... Mais ça s'est passé à l'extérieur. À l'intérieur du Parlement. Alors, ça s'est reproduit à l'intérieur. Ça avait commencé à l'extérieur. Exactement. Ça, on a vu les images. Ça, c'est à l'intérieur. Donc, c'était face au bureau, c'était justement devant le bureau du président du Sénat. Et, sur l'estrade. Évidemment. Donc, à partir de ce moment, le Sénat, bon, il traitait le sénateur de voleur, de tous les mots. Mais le sénateur n'a pas hésité aussi de recadrer. Et c'était vraiment un moment choc. Et c'était là... Appelons un chat un chat. Omar Vince, ils en sont venus aux mains? Effectivement. Et aux goumins. Cependant, le militant... Parce que Willow Joseph n'est pas petit. Non. Il est costaud, bien sûr. Mais le militant n'a pas insisté. Voilà. Et c'est à partir de ce moment où je pensais que tout allait s'envenimer. Effectivement. Donc, puisque les sénateurs, ils ont des sécurités rapprochées, des policiers sont au niveau du Parlement, les agents de sécurité parlementaires, ils sont là, des militants sont armés, donc c'était une situation explosive, c'était moins une catastrophe au niveau du Parlement. Je fais un tout petit retour en arrière. Il y a des gens qui prétendent que lorsqu'un sénateur arrive accompagné de gens, on ne peut pas leur interdire l'entrée du Parlement. À vérifier. C'était une remarque. C'était une remarque, bien sûr, puisqu'il y avait ce qui avait provoqué une altercation entre les sénateurs Antonio Chirami et un agent de la PNH. C'était à partir d'une situation pareille. Il y avait un groupe de militants qui essayaient d'entrer au Parlement. Avec Chirami? Non, pas avec. Ah non, d'abord. Seul. Ah bon. Et il voulait échapper au contrôle de la PNH. Cependant, les agents étaient intransigeants. Ils ne voulaient pas que les gens entrent au niveau du Parlement sans avoir été contrôlés. Et c'est à partir de ce moment, le sénateur est sorti justement pour aller chercher les militants. Et l'un d'entre eux ne voulait pas se faire contrôler. Et c'est à partir de ce moment, le sénateur qui était en train de demander à ses supporters de passer le cordon de sécurité. Il y avait un périmètre bien établi. Et un policier s'est mis entre le sénateur et le militant qui ne voulait pas se faire contrôler. Et c'est à partir de ce moment, la situation, il y avait des échanges. C'est à partir de ce moment, il y avait une menace qui a été proférée à l'endroit du sénateur. Et ça a fait la une, on se le rappelle bien. Donc, c'était des situations, on peut dire, et au sein du Parlement, la tension régnait. À l'extérieur, c'était pareil, et ça a coûté un autobus à la PNH. On a vu ces images. Par contre, ce que nous n'avons pas vu, je crois qu'on l'a appris bien après, c'est qu'il y a eu aussi une tentative d'incendie des locaux du Parlement. Et d'après ce que les nouvelles ont rapporté, ce sont les employés du Parlement eux-mêmes qui ont circonscrit le début d'incendie et qui ont empêché que tout cela parte en fumée. Vous avez été témoin de cette scène? Effectivement, Serge. J'étais exactement face au bâtiment. Les militants, ils pavanaient. Ils vont d'un endroit, ils allaient d'un endroit à l'autre. C'était, on pourrait dire qu'ils étaient maîtres des lieux. Donc, ils allaient chercher des sièges au niveau de la salle de séance. Ils les étalent au niveau de la cour et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'était à partir d'un moment où le calme allait revenir. Et on remarquait la flamme, une grosse flamme. Et c'est à partir de ce moment où on voyait que c'était proche exactement à l'entrée de la salle de séance, de la chambre basse. Donc tout cela allait compliquer encore une fois les choses, puisqu'il se faisait tard. Et une question était... Et tout le monde se posait cette question. Il n'y avait pas assez d'éclairage au niveau du Parlement. Tout le monde avait peur. Et c'est après l'incendie, le début d'incendie, bien sûr, qu'une autre mesure a été prise justement pour alimenter les projecteurs, justement pour avoir un meilleur éclairage au niveau de la cour du Parlement.
Oui, on a vu aussi cette scène surréaliste d'un jeune qui a pris la place du sénateur Cantave sur l'estrade pour diriger les débats. Enfin, bon. Écoutez, Marvin Spierre, merci de ce témoignage vécu. On sent bien que vous étiez là, que vous avez tout vu, plus de 12 heures. Ah oui, plus de 12 heures, plus de 12 heures. En bas. Donc finalement, maintenant, le sénateur Murat, devant l'impossibilité de tenir séance, a donc décidé de renvoyer sine die la séance de ratification. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce qu'il va y avoir une autre tentative de séance de ratification, ou bien est-ce que le Sénat va finir par se saborder, comme certaines personnes le disent? Bon, on ne peut pas réellement répondre à cette question, mais à partir de cette question, une autre question peut surgir. Est-ce que les militants feront irruption également au moment de la programmation d'une prochaine date pour tenir la séance? Donc, si les militants seront de la partie, on risque d'avoir la même situation, le même scénario. Voilà. Pourquoi pas pire, puisque c'était un éclatement au niveau du Sénat, et quand même les agents, les forces de l'ordre avaient peur. C'est ça. Ils avaient peur. Une dernière toute petite question rapide. Est-ce que vous avez vous-même vu des armes? Bien sûr, Oui, bien sûr, évidemment. Donc c'est pas, évidemment. Parce que j'entendais quelqu'un sur les ondes dire que c'est une absurdité de dire que les militants étaient armés, etc. D'abord, ce n'est pas une absurdité. Vous l'avez vu. Ce qui est important aussi, et ce qu'il faut souligner, c'est que après l'altercation entre le policier et le sénateur, les militaires ont voulu lyncher le policier. Et ce sont les sénateurs, La Tortue, Lambert, Cassis, ils se sont présentés justement pour essayer de calmer le jeu. Donc visiblement, l'un des militants sortait son arme, justement, en disant « je vais régler tout ça ». Donc c'était quelque chose, la tension régnait, c'était vraiment une situation... On a été à deux doigts d'une très grande catastrophe. Et ce n'était pas quelque chose que l'on raconte, mais j'ai vécu, j'ai vu, et personne ne peut prétendre le contraire, puisque moi j'ai été là. Et quand même, ça a été une situation... Bon, c'était pas ma première fois au Parlement. Oui. J'avais fait plus de temps de séance que... Et aussi bien à la Chambre des députés qu'au Sénat. Oui. Effectivement, mais hier, c'était une situation inédite et bourrée de tension, bourrée d'émotions. Inédite par son intensité, par les risques. On était à deux doigts de l'explosion. Beaucoup de risques, beaucoup d'adrénaline également. Oui, évidemment. Eh bien, Marvin Spierre, merci au nom de Métropole d'être allé passer ces plus que 12 heures en bas. Merci de nous apporter ce témoignage vivant de ce qui s'est passé. Vous avez complété ce que tout le monde a vu sur les images, ce que quelqu'un d'autre a appelé cette honte nationale. Oui, effectivement, beaucoup appellent cette situation de honte nationale, mais on ne sait toujours pas. Que va-t-il se passer? Que va-t-on faire justement pour pallier ce problème? Ce fut un plaisir de raconter tout cela. Merci Marvin. Aux téléspectateurs de Métro News. Voilà, merci pour eux, en notre nom à tous. Voilà. C'était Marvin Spierre, notre collaborateur, qui a passé plus de 12 heures au Sénat hier et qui vient de nous retracer un peu le film de la journée, mais surtout nous dire les sentiments qui prévalaient dans ce climat de très haute tension où a régné également la peur. Est-ce qu'on se dirige vers la fin de la rareté des produits pétroliers? En tout cas, le Premier ministre démissionnaire, Jean-Michel Lapin, annonce l'arrivée dès lundi d'une cargaison de 500 000 barils de produits pétroliers. Il précise que les compagnies pétrolières seront obligées de procéder à un ajustement des prix du carburant
et que l'État envisage la possibilité de mettre fin à la subvention des produits pétroliers dans les prochains mois, sans toutefois pénaliser les plus faibles. Le Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin intervenait mercredi durant l'édition de Nouvelles du soir. Le Fonds national d'éducation soutient les écoles en pleine rentrée scolaire en accordant un financement de 100 millions de gourdes à des écoles religieuses. Ce mercredi, à l'occasion d'une cérémonie de signature de convention, le ministre de l'Éducation nationale, Pierre Josué Agénor-Cadet, et le directeur du FNE, Alain Joseph, ont remis 5 chèques aux représentants de différentes écoles religieuses haïtiennes. Le ministre de l'Éducation en a profité pour évoquer l'avenir de la subvention des manuels scolaires. Bonsoir Serge, effectivement je me trouve au Fonds national d'éducation. Le Fonds national d'éducation, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds qui a été créé pour justement soutenir les écoles et les élèves les plus vulnérables. Aujourd'hui, plus de 100 millions de gourdes vont être octroyées à travers la signature d'une convention avec le ministère de l'Éducation et le directeur du FNE. Ce que je vous propose, c'est d'aller les rejoindre. En pleine rentrée scolaire, le Fonds national d'éducation, le FNE, est l'un des acteurs les plus sollicités par les instances étatiques et scolaires. Parce que ce fonds est destiné à soutenir financièrement les écoles les plus vulnérables, le ministre de l'Éducation, Pierre Josué Agénor-Cadet, a donc remis un chèque d'un montant total de 100 millions de gourdes aux représentants des écoles religieuses. En 2019, le taux de scolarisation dans le pays d'Haïti, d'après toutes les données, c'est 90% lié. Mais si il y a 10% de monde qui peuvent aller dans l'école, il faut que nous cherchions des gens pour mettre tout dans l'école. C'est dans ce sens ça, FNE engagé dans la lutte ça, pour capable appuyer non seulement les parents, mais toute structure qui travaille pour mettre plus de monde, permettre plus de monde joindre plein instruction. Les représentants de ces écoles se sont dit soulagés de recevoir ce type de soutien financier indispensable au bon déroulement de l'année scolaire. Le montant alloué servira notamment à aider les élèves les plus vulnérables, payer les salaires des professeurs ou encore à la réfection des salles de classe, comme le souligne l'un des bénéficiaires. Nous avons reçu 30 millions de gourdes. Nous sommes arrivés à atteindre plus de 11 000 enfants dans 450 écoles qui localisées sur tout le territoire national haïtien. C'était un soutien financier qui était arrivé dans un bon moment parce que en pile dans petit monde yo n'était pas de chance à aller à l'école si cette subvention pas à joindre. Et avec la Fédération des écoles protestantes d'Haïti, les parents étaient mobilisés aussi dans la distribution de la subvention. Et cette année, avec ces 40 millions de gourdes, nous prévoyons faire plus et nous prévoyons faire plus bien. Tandis que n'a pas agi sur l'accès, n'a pas agi également sur la qualité. Et la subvention des manuels scolaires, qu'en est-il? La polémique créée entre le ministère de l'Éducation et l'une des maisons d'édition a poussé le ministre à proposer une alternative pour les autres années. Arrêt total des subventions et mise en place de dotations prises en charge en intégralité par l'État. Aujourd'hui, on a fait une grosse réflexion dans le ministère pour nous voir qui gens nous capables de venir plus utile avec tout l'école. Et notre question, on a analysé même l'hypocrisie nouvelle officielle pour nous annuler totalement ça que les subventions de manuel là, qui ne va jamais arriver jeune monde de tout bon vrai, pour nous entrer dans dotation. Dotation qui s'allie, côté l'État pour l'acheter manuel et à 100%, et la balile, la louer dans l'école pour faire toute l'année. Et si l'école s'ajoute à Livio, yo servi avec elle, si vous avez une autre année, à jauni. Et dans ce sens-là, après un nombre d'années, l'État n'a pas besoin de dépenser gros magot l'argent ça encore chaque année pour question livre. Le ministre de l'Éducation donc, nous a confié qu'effectivement les 100 millions de gourdes vont être octroyés à ces 5 représentants d'école, mais il a aussi en parallèle de cette conférence de presse annoncé une annonce qui je pense va faire beaucoup de bruit dans ces prochains jours, l'arrêt des subventions et peut-être passer par un système de dotation. L'avenir nous dira s'il est possible de s'atteler à un tel chantier. Signature ce mercredi d'un accord de collaboration entre la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, et la Fédération dominicaine des municipalités, FEDAMU. Un accord qui entre dans le cadre d'un projet intitulé « Support au renforcement du système municipal et de la décentralisation en Haïti ». Suivez un extrait du discours du maire de Carrefour, Jude Édouard Pierre, président de la FENAM.
Haïti et la République dominicaine, historiquement et géographiquement, sont condamnés à vivre ensemble. Elles doivent se parler tous les jours, commercer tous les jours, discuter tous les jours. Nous, maires d'Haïti et maires de la République dominicaine, sommes fiers de pouvoir apporter notre petite contribution dans le but de rapprocher ces deux peuples. La FENAM et la FEDOMO, par ce acte historique, s'engagent à éviter les discours politiques qui tuent, qui assassinent, qui excluent, qui stigmatisent, qui attisent la haine, la peur de l'autre et la xénophobie. Face aux défis climatiques, la réponse sera apportée par les collectivités des deux pays. Si elles se mettent ensemble, mettent en place un système de communication et de plaidoyer face aux gouvernements centraux qui, historiquement, n'ont jamais voulu de par eux-mêmes rendre effective la décentralisation. Les ouragans, les cyclones, la soif naturelle, tremblement de terre, j'en passe, concernent et Haïti, la République dominicaine. Pourquoi il n'y a jamais eu de concertation, d'action mise en place par nos gouvernements pour ensemble affronter ces défis qui menacent l'existence de nos deux territoires. Nous, maires dominicains et haïtiens, nous sommes prêts par ce acte à innover et à proposer ces solutions pour qu'ensemble, nous combattions les changements climatiques et proposer des solutions à la hauteur de cette tâche. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.